Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Eden TV et auditeurs de Diaspora FM. Comme prévu, nos chaînes vous proposent désormais tous les dimanches à partir de 10 heures l'entretien du dimanche. Il s'agira pour nous de recevoir une tête d'affiche, qu'elle soit politique, économique, sociale, culturelle ou autre. Eh bien, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, nous avons décidé de poser nos caméras et micros chez la présidente de l'Institut national de la femme, Madame Claudine Afiavi Prudencio, qui est notre invitée sur l'entretien du dimanche. Madame Claudine Afiavi Prudencio, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez été ministre, tout le monde le sait. Vous avez été plusieurs fois député. Et il faut dire que avec la réforme du système partisan, vous avez été la première femme chef de parti politique au Bénin. Depuis peu, vous êtes présidente de l'Institut national de la femme. C'est bien ça, Madame Prudencio? Tout à fait, c'est bien Alors, ça. comment vous sentez-vous à l'Institut de la femme? Je me sens bien. C'est-à-dire? Je me sens très bien. Vous savez que c'est une activité que moi-même j'aime. La mise ensemble des femmes, la protection des femmes, la promotion des femmes. C'est des choses que j'aime. Donc le président de la République m'a envoyé vers mes amours, je veux dire, pour m'occuper de la protection, la promotion de la femme et la protection de la fille. Donc je me plais bien à l'Institut national de la femme. Donc vous êtes retourné à vos premières amours, simplement. Exactement, c'est ça. Oui, mais est-ce que, ça je vous le demande sincèrement, Madame Claudine Afiavi Prudencio, est-ce que après tout le parcours qui a été le vôtre, atterrir à l'Institut national de la femme, est-ce que ce n'est pas une portion congrue que le chef de l'État vous a juste donné comme ça pour vous contenter? Vous savez, l'Institut national de la femme, j'ai un vaste domaine, je vais dire, parce que depuis l'avènement de l'Institut, depuis sa création, on dirait que les femmes attendaient déjà cet institut-là, parce que les plaintes que nous recevons, les mémoires que nous recevons en disent long. Il y a pas mal de violences à l'égard de la femme, des mutilations génitales, vous le savez, le harcèlement, le viol, qui est partout aujourd'hui, que nous voyons sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le rôle de l'Institut aujourd'hui. Nous travaillons sur ces dossiers. Donc vous avez la prétention de régler tous ces problèmes qui se posent à la femme. Mais effectivement, on doit arriver à zéro violence à l'égard de la femme et de la fille. D'accord. Alors, Madame Claudine Afiavi Prudencio, depuis votre avènement à la tête de l'Institut, c'est la première fois justement que vous célébrez la Journée internationale des droits de la femme. Quelle est la différence entre ce qui se faisait avant et ce que vous faites aujourd'hui? Exactement, monsieur le journaliste, vous avez raison de parler de différence parce qu'il y a vraiment une différence. Mais cette différence n'est pas liée à ma personne en tant que présidente de l'Institut national de la femme. Elle est plutôt liée à l'existence de l'Institut national de la femme en tant qu'institution. C'est pour la première fois que nous célébrons la Journée internationale de la femme avec une institution dédiée à la femme et qui a réellement tous les pouvoirs pour agir. La différence est surtout au niveau des prérogatives de l'Institut national de la femme d'aujourd'hui comparativement à l'INPF d'hier. C'est ça la différence. Madame Claudine Afiavi Prudencio, depuis votre prise de fonction à la tête de l'Institut national de la femme, on vous voit très peu. C'est vrai que vous faites des actions médiatiques, mais vous-même, on vous voit très peu. Est-ce que cela ne traduit pas des difficultés de fonctionnement au sein même de l'Institut? Non, je ne pense pas être aussi discrète comme vous le dites. Depuis la création de l'Institut national de la femme, nous avons mené des actions essentiellement médiatiques car il est important pour nos compatriotes de connaître les missions de cette institution chargée de la promotion et de la protection de la femme et de la fille dans notre pays.
Et quand on est sur les médias traditionnels surtout, comme digitaux, on n'est sûrement pas discret. Nous avons aussi initié quelques activités de terrain et nous avons été associés à d'autres activités initiées par des partenaires. Ce que je peux admettre avec vous, c'est que nous ne sommes pas encore entrés dans la phase d'activité de terrain intense. Cela peut s'expliquer par le fait que l'Institut national de la femme vient d'être créé et doit prendre un temps pour s'installer et constituer ses équipes, ce qui ne traduit aucunement de difficultés de fonctionnement. Donc, à vous entendre, tout va très bien à l'Institut, vous fonctionnez normalement comme prévu. Exactement. Il fallait prendre un certain nombre de dispositions pratiques avant de lancer les activités d'envergure. C'est ce que nous faisons. Néanmoins, nous donnons suite aux nombreuses plaintes que nous recevons depuis la création de l'Institut national de la femme. Nous recevons des présumées victimes de violences et la secrétaire exécutive de l'Institut aussi reste active au niveau des tribunaux avec d'autres avocats aux côtés des femmes dans les cas de dossiers portés devant les juridictions. Alors justement, maintenant que vous parlez de tribunaux, on va en parler. Vous avez désormais le dispositif judiciaire, le cadre législatif, le cadre juridique pour mener vos actions au niveau de l'Institut national de la femme. Mais est-ce que vous pensez que ça suffira vraiment pour atteindre tous les objectifs que le chef de l'État vous a fixés? Oui, monsieur le journaliste, je pense que les moyens législatifs et juridiques sont largement suffisants pour accomplir l'essentiel de notre mission de promotion, de protection de la femme et de la fille. Mais pour régler les problèmes des femmes, comme vous le dites, il faut aussi d'autres moyens de lutte, comme par exemple la mobilisation sociale autour de la problématique des violences basées sur le genre et l'accroissement de la richesse nationale. La mobilisation sociale va permettre de faire prendre conscience à chaque membre de la communauté de son rôle dans l'éradication des violences de toutes sortes à l'égard de la femme et de la fille. L'accroissement de la richesse nationale va permettre au gouvernement de poursuivre les efforts d'autonomisation des femmes, indispensables à l'élimination de la pauvreté féminine. Nous sommes quand même curieux, si vous le permettez, nous sommes quand même curieux de savoir ce que vous avez prévu faire dans les 6 prochains mois. Est-ce qu'au niveau de l'Institut, il y a de la prospection ou de la prospective sur vos activités? Que pensez-vous faire sur les 6 mois prochains? Ou qu'avez-vous prévu faire? Monsieur le journaliste, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de projets sont élaborés et répartis dans divers compartiments du PTA, c'est-à-dire notre plan de travail annuel. Bientôt, nous passerons à la validation et là, le rouleau compresseur de l'Institut national de la femme sera lancé. En son temps, je vous promets que nous donnerons les détails à l'opinion publique. En ce temps, c'est quoi? À quel moment? Parce que c'est trop vague de nous dire... Dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Donc, oui. vous nous présenterez vos actions, votre plan d'action dans les prochains jours. Exactement, et vous serez de la partie. D'accord. Mais il y a une question récurrente. Vous m'excuserez de vous poser cette question, mais je vous la pose quand même. C'est cette question relative au contact avec l'Institut national de la femme. Certains Béninois se plaignent de ne pas savoir exactement où vous êtes situé, de ne pas savoir également comment, lorsqu'on a des problèmes, comment est-ce qu'on touche l'Institut pour qu'on puisse donner des réponses à tous les problèmes. Alors, vous êtes où exactement à Cotonou? L'Institut national de la femme a son siège provisoire situé à 4 rues, après Erevan, en allant à Ville-Rossin. Lorsqu'on rentre dans la rue, le deuxième immeuble est l'immeuble provisoire de l'Institut national de la femme. L'immeuble n'est pas du tout perdu. Et pourquoi c'est encore provisoire? Normalement, vous devez avoir un siège définitif. Oui, on aura un siège, c'est prévu tout ça. Le chef de l'État est en train de nous trouver quand même un siège définitif. Avec le temps, vous connaîtrez également ce siège. Quel est le mode de saisine de l'Institut? Lorsqu'il y a un problème, comment est-ce qu'on vous touche? À qui est-ce qu'on écrit? Qui est-ce qui gère les dossiers? Voilà, il faut écrire
à l'Institut national de la femme directement, à la présidente que je suis, qui affecte le dossier au service technique concerné pour recevoir quand même les présumés victimes et autres. Et c'est suite à ça qu'on les présente devant les juridictions concernées. Alors, est-ce qu'on peut savoir, question de curiosité, la nature des plaintes que vous recevez régulièrement? Est-ce des plaintes de viol, des plaintes de maltraitance? Quelle est la nature des plaintes que vous recevez régulièrement à l'Institut? L'Institut reçoit toutes sortes de plaintes qui concernent les femmes et les filles. Vous allez me dire aussi qu'il y a des hommes qui sont violentés. Évidemment, Bon, il y a beaucoup d'hommes qui sont violentés. Voilà, mais nous... Et en même temps, on vous dit qu'aucune femme n'est violentée si ce n'est pas sa faute. Les femmes sont violentées souvent parce qu'elles-mêmes prêtent flanc à ça. C'est pas évident. Bon. Mais avec les conseils de l'Institut et la sensibilisation sur le terrain aussi, nous arrivons quand même, comme j'ai l'habitude de le dire, à zéro violence faite aux femmes et aux hommes aussi, c'est notre souhait. Donc en fait, les plaintes que vous recevez ont rapport surtout à des violences. Violence, harcèlement, les mutilations génitales. Il y a pas mal de plaintes que nous recevons. Il y a aussi des femmes qui souhaitent être quand même au cœur des actions de développement et tout. Oui. Donc ces femmes écrivent parce que nous sommes là aussi pour faire la promotion de la femme. Voilà. Est-ce qu'il y a des hommes qui vous écrivent pour se plaindre de leurs femmes, qui elles aussi sont violentes? Pour le moment, on n'a pas encore reçu de plaintes des hommes, mais on en reçoit des jeunes filles, on en reçoit des femmes. Voilà. Vous savez, on en reçoit aussi des universités parce qu'il y a du harcèlement et autres. Dans le milieu universitaire. Dans le milieu universitaire, dans le milieu scolaire, secondaire, simple et tout. La Criette a donné son premier verdict concernant les questions de violence récemment. Un instituteur qui a été condamné à 5 ans de prison et 5 millions d'amende pour avoir eu une relation avec une de ses élèves de 17 ans. Vous ne pensez pas que c'est trop sévère d'aller à la Criette pour des questions du genre et de condamner quelqu'un qui entretient volontairement, avec consentement, des relations avec son élève, une élève de 17 ans quand même, Madame la Présidente? C'est pas normal du tout. C'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est pas normal parce qu'il faut laisser les enfants évoluer à l'école. Cet enseignant n'a pas besoin d'avoir des relations avec son élève. C'est avec son consentement? Non, quel consentement? Il doit se mettre quand même à la place du père de l'enfant. Et ça vaut 5 ans de prison? Et ne pas faire ça. Ça vaut 5 ans de prison? Si moi je suis à la Criette, ça ira même plus. Si j'étais à l'Assemblée, la peine sera vraiment lourde parce que c'est pas normal. Il faut protéger nos filles. Il faut protéger nos filles. Par exemple, avant-hier, j'étais à un forum sur l'accélération des filles à l'école. Voilà. Donc, dans ça, on a donné tous ces conseils. C'est pas normal. On doit laisser nos filles aller à l'école. C'est l'éducation qui a révolutionné le monde. Oui, mais finalement, Voilà. Est-ce que l'Institut national de la femme n'est pas en train de devenir un instrument contre les hommes? Ah non, pas du tout. Sans les hommes, on ne peut rien parce que sans les maris, il ne peut pas y avoir d'enfants non plus. On n'est pas contre les hommes, on est avec les hommes, mais on les raisonne. Il faut que les hommes soient moins violents. Alors, il y a un plaidoyer que vous avez l'habitude de faire, votre plaidoyer qui consiste à souhaiter que l'Institut national de la femme soit constitutionnalisé. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous que cette institution se retrouve dans la Constitution? Évidemment, parce que les femmes sont aujourd'hui 54%. Ça veut dire que vous, les hommes, vous êtes tout simplement 46% dans le monde. Mais oui, il y a 54% oui, de les hommes femmes. sont les hommes. Donc, un institut qui gère 54% de personnes, c'est normal que cet institut soit constitutionnalisé. Par exemple, au cours du dialogue de la dernière fois,
j'ai œuvré pour que la discrimination positive se retrouve dans notre Constitution. Mais c'est la même chose que je ferai également, parce que nous sommes 54%. C'est pas peu. C'est très important. Mais vous savez qu'en appelé à la constitutionnalisation de l'Institut, c'est de fait modifier la Constitution. C'est quand même un enjeu politique, Madame Prudencio. Mais on l'a fait pour la discrimination positive, donc on le fera. C'est pour la femme, on peut le faire pour la femme. Parce qu'aujourd'hui, à l'Assemblée en 2023, on aura un minimum 24 femmes. Mais moi, je ne souhaite même pas. Les 24 femmes là sont là. Mais après les 24 femmes, il faut forcément qu'on ait le nombre que nous représentons dans le pays. Vous allez faire un plaidoyer dans ce sens? Mais oui, les 54% de femmes là doivent se retrouver à l'Assemblée en 2023. C'est aussi le rôle de la présidente de l'Institut national de la femme? Mais oui, c'est ça. Mais c'est un rôle politique, ça? Ah non, non, c'est normal parce que l'Institut fait la promotion de la femme au plan politique aussi. Oui. Au plan politique, c'est normal. Ben, vous comprenez qu'avec vous, on doit parler politique maintenant, puisque nous avons commencé, nous allons continuer. Madame Claudine Afiavi Prudencio, vous savez très bien qu'avec la réforme du système partisan, vous étiez la seule femme chef de parti politique au Bénin, alors que personne ne s'y attendait. Donc, curieusement, vous avez décidé d'aller, je le dis comme ça, de vous jeter pieds et mains liés dans le bloc républicain. Qui est-ce qui vous a contrainte à prendre une pareille décision? Monsieur le journaliste, les Béninoises et les Béninois savent très bien que je ne suis pas de nature à prendre des décisions sous contrainte. La liberté est une valeur à laquelle je donne du sens depuis que je suis entrée en politique. La décision de fusionner l'UDBN avec le Bloc républicain est un choix libre, c'est-à-dire un choix librement consenti. Personne ne vous a dit, Madame Prudencio, allez dans le BR. Un choix librement consenti par la vaillante base militante du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Et je peux vous dire que les militantes et les militants qui ont pris cette décision ne la regrettent pas. Vous-même, vous ne regrettez pas? Vous n'avez pas des regrets quelquefois? Est-ce que quelquefois vous ne vous dites pas j'aurais pu continuer mon aventure politique avec mon parti? Non, aucun regret, ni aujourd'hui ni demain, car lorsqu'on fait comme moi plus de 2 décennies dans l'arène politique, on ne prend pas des décisions hasardeuses. En plus, les leaders à divers niveaux de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau ont bien analysé cette option avant de la faire. Mais pourquoi c'est dans le BR que vous partez? Pourquoi pas l'UP? Pourquoi pas un autre parti politique? Bon, il faut dire qu'on avait pris langue avec l'UP aussi. Et finalement, les membres de l'UDBN ont souhaité faire cette mise ensemble avec le BR. Mais on avait annoncé aussi une fusion de l'UDBN avec Moël Bénin. Nos sources nous renseignent même que des contacts avaient été pris, des discussions avaient été menées sous l'égide même du chef de l'État qui voulait que vos 2 partis fusionnent, c'est-à-dire l'UDBN et Moël Bénin. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Hein. On a voulu tout simplement, comme Moël Bénin n'a pas été aux élections communales, on les a approchés pour qu'ils viennent dans l'UDBN. Oui. Mais eux, bon, comme ils se croient tellement tellement mastodontes, ils ont préféré faire chemin seul. Mais c'est normal, c'est un parti politique. Voilà, donc on les a laissés continuer. Donc l'avenir nous donnera quand même raison, on verra. L'avenir aujourd'hui, c'est que Moël Bénin existe toujours pendant que l'UDBN a disparu dans le bloc républicain. C'est ça l'avenir aujourd'hui, Madame Prudencio? L'UDBN n'a pas disparu dans le bloc républicain, pas du tout, parce que les membres de l'UDBN sont là et le courant UDBN doit toujours exister dans le bloc républicain. D'accord, donc dans le bloc républicain, il y a le courant UDBN. Eh bien, les membres de l'UDBN sont là et ils vont travailler. Et les membres du bloc républicain vont constater également qu'ils sont avec un parti qui s'appelait quand même UDBN. Effectivement, aujourd'hui, nous faisons un. Oui. Nous faisons un, donc c'est le bloc républicain d'abord. Mais
les membres de l'UDBN qui sont rentrés dans le bloc républicain doivent briller pour faire avancer les choses au niveau du bloc républicain. Mais ce qui est curieux, vous dites qu'ils doivent briller, mais ce qui est curieux, c'est que depuis votre adhésion au bloc républicain, on ne vous voit pas très active sur le terrain. Les Béninois ne se souviennent pas vous avoir vu encore une fois sur une activité du bloc républicain. Est-ce que là aussi vous faites la politique de la chaise vide? Je ne fais pas de politique de la chaise vide, mais il faut savoir que j'ai désormais un mandat républicain à remplir à l'Institut national de la femme. Les ambitions politiques ne priment pas sur les missions républicaines. Pour l'instant, je m'attelle à réussir la mission que le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a bien voulu me confier. Pour moi, réussir cette mission est un défi qui passe avant tout. D'accord. Et vous traitez mieux les femmes du bloc républicain que les femmes d'autres partis politiques? C'est un travail républicain, je vous l'ai dit. Je m'occupe de toutes les femmes du Bénin, sans parti pris. Alors, et au sein du bloc républicain, vous allez faire un plaidoyer pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes positionnées aux prochaines élections législatives? Je vais faire un plaidoyer au sein de tous les partis du Bénin, au sein de tous les partis, pour que les partis positionnent à de bons endroits les femmes béninoises, parce que les femmes sont 54%, les femmes dignes doivent être bien positionnées pour aller défendre les femmes à l'Assemblée nationale. Tous les partis, même les partis de l'opposition? Tous les partis. Et si les partis ne vous écoutaient pas? Mais c'est ça qu'on va voir parce qu'on a une mission pour ça. Notre mission est de faire ce plaidoyer-là pour que les femmes soient bien positionnées. Dites-nous, Madame Claudine Prudencio, les législatives dernières, vous n'étiez pas candidate, votre parti n'a pas reçu l'autorisation de présenter une liste, ou bien, si mes souvenirs sont bons, c'est que votre liste a été invalidée. Je ne sais pas exactement ce que c'est, vous allez nous le rappeler. Est-ce que pour les prochaines législatives qui s'annoncent, vous avez des ambitions politique? Est-ce que vous serez candidate? Dans mon parcours professionnel et politique, il y a une constance. C'est mon engagement au service de la communauté, mon engagement public également. J'aime servir dans l'expérience que je fais depuis quelques mois en tant que présidente de l'Institut national de la femme. Cette constance est là. Mes nouvelles fonctions sont une continuité de mon engagement public et donc je me retrouve parfaitement dans ce que je fais actuellement. Et une fois encore, je vous le répète, monsieur le journaliste, c'est l'obsession de réussir ma mission qui m'habite aujourd'hui. Être candidate aux élections législatives prochaines est un combat qui n'est pas celui que je mène actuellement. On retient donc que c'est non. C'est ça? Je veux bien vous entendre dire oui ou non. Je voudrais remplir pleinement ma mission à la tête de l'Institut national de la femme d'abord. Oui, mais si le chef de l'État vous demande d'être candidate aux élections législatives, j'aviserai. Comme vous avez avisé pour la fusion avec le BR? J'aviserai, oui. D'accord, vous aviserez. Alors, si vous n'êtes pas candidate, si le chef de l'État vous demande d'être candidate et que vous refusez, ce que nous attendons de voir, est-ce que vous soutiendrez des femmes candidates? Merci, monsieur le journaliste. Le positionnement des femmes se fera dans les partis politiques. Et au niveau de l'INF, nous serons le soutien de toutes les femmes positionnées au sein des partis politiques pour aller à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous serez officiellement en campagne? Est-ce qu'on verra l'INF très actif sur le terrain politique? Mais l'INF donnera certainement des conseils aux femmes dessus, mais à toutes les femmes, justement. À toutes les femmes, quel que soit le bord politique? Oui, sans parti pris. D'accord. Mais Madame Claudine Prudencio, une question quand même qui me taraude l'esprit et qui taraude l'esprit à bien des Béninois. Comment vous arrivez-vous à démarquer vos fonctions actuelles des fonctions politiques? Parce que quand on vous écoute, on a le sentiment que vous êtes à la fois sur le terrain politique que sur le terrain social, concernant la défense des droits des femmes. Monsieur le journaliste, je viens de vous en donner la preuve à travers ma réponse
à la précédente question. J'ai appris à ne pas faire de mélange de genres. J'essaie de prendre du recul et de détachement. J'essaie de faire parler le sens de l'état que j'ai en moi, sans oublier d'où je viens et mon parcours. Donc, vous faites la différence entre vos fonctions actuelles et la politique, c'est cela? Exactement. D'accord. Vous vous en doutez bien, il n'est pas possible pour nous de vous avoir sur notre plateau sans aborder les questions relatives à la gouvernance du président Talon que vous avez soutenu pour sa réélection en 2021. Madame Claudine Prudencio, est-ce que vous entendez les cris des femmes béninoises, les cris des travailleurs béninois? Est-ce que vous vous rendez compte de la situation sociale chaotique que nous traversons actuellement avec des plaintes ça et là? Le panier de la ménagère qui est devenu très lourd à porter. Est-ce que le président Patrice Talon, sur le plan social, n'a pas manqué à un devoir? Il est aisé, M. Abalo, de constater aujourd'hui que notre pays a amorcé depuis 2016 son véritable développement durable. Le pays a complètement changé de visage à travers des infrastructures modernes. Les performances économiques du Bénin sont aujourd'hui saluées à travers le monde, vous le savez bien. Même ceux qui n'aiment pas le président Talon reconnaissent aujourd'hui qu'il y a une évolution. À l'étranger, le nom Bénin donne plus de fierté et moi je le vis car je voyage régulièrement, je veux dire. Le social est de mise également. Les populations ne le sentent pas de la même manière parce que, contrairement au passé, tout est planifié et méthodiquement exécuté. Examinez le projet ARCH, par exemple, et vous comprendrez. On y compte les microcrédits à la FIA, l'assurance santé pour tous, la prise en charge des personnes âgées, etc. Même dans le PAG2, le programme d'action du gouvernement de 2021-2026, beaucoup d'actions sociales sont prévues. La cherté de la vie est jugulée progressivement. Il faut être patient. Dites à tous ceux qui vous approchent d'être patients. Vous n'avez Tout pas répondu à rentrera ma dans question. l'ordre. Est-ce que vous avez entendu les cris de cœur des Béninois ou les cris de colère, si vous préférez? Oui ou non? Entendez-vous ce que les Béninois disent? J'entends bien ce que les Béninois disent. J'entends bien parce qu'il faut que les Béninois sachent que nos ressources sont essentiellement fiscales. Les ressources sont essentiellement fiscales. Il faut que les gens payent aussi leurs impôts pour arriver à avoir ce qu'ils souhaitent. Les infrastructures qui sont en cours d'exécution aujourd'hui, l'asphaltage et autres, nous passons quand même sur de très bonnes routes aujourd'hui, sans trous. Avant, il y avait des trous, coteaux-trous et autres. Le pavage qui était là également depuis Soglo parfois, on voyait quand même des trous entre les pavés. Mais aujourd'hui, ça a quand même changé. C'est de l'argent qui fait tout ça. Il faut serrer effectivement un peu la ceinture. Donc vous appelez les Béninois à la patience? À la patience, le président avait demandé en 2016 de serrer la ceinture, mais la ceinture est desserrée aujourd'hui un peu. Donc il faut que les Béninois s'accommodent à ça, parce qu'aucun développement, il n'y a pas de développement sans de petits problèmes. Pour développer son pays, il faut quand même serrer un peu de tout, quoi. Oui, mais ça fait des années que les Béninois sont appelés à serrer leur ceinture. Les travailleurs se plaignent. Il y a eu des mouvements d'humeur des travailleurs récemment. Même l'augmentation de salaire qui a été promise n'est pas effective. Madame Claudine Prudencio, la situation sociale appelle qu'on donne des réponses au-delà de celles que vous donnez en parlant d'infrastructures. On ne mange pas les infrastructures. Et les salaires sont payés à bonne date.
Mais combien on a prévu une augmentation de salaire, pourquoi ça ne vient pas? Mais ça va venir, il faut que les gens se calment aussi un peu. Parce qu'aujourd'hui, ils passent sur de bonnes routes. Mais à Et jeun, là, vous passez sur les routes alors que vous ne mangez pas? ça réduit quand même la consommation du carburant également. Parlons maintenant de la gouvernance du président Patrice Talon, le président que vous avez soutenu en 2021. Prenez besoin de rappeler que vous avez insisté pour sa réélection. Mais depuis que le président Patrice Talon est là pour son deuxième mandat, les Béninois continuent de crier, notamment les femmes. Vous êtes mère, vous êtes femme. Est-ce que vous entendez les pleurs des femmes béninoises? Merci, Monsieur Abalo. J'ai soutenu le président de la République en 2016 et en 2021. Pourquoi vous avez besoin de rappeler ça? Oui, c'est important, parce que je l'ai soutenu en 2016. D'accord. Voilà. Je n'ouvre pas le débat sur ça, mais vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Il est aisé de constater aujourd'hui que notre pays a amorcé depuis 2016 son véritable développement. Le pays a complètement changé de visage à travers des infrastructures modernes. Les performances économiques du Bénin sont aujourd'hui saluées à travers le monde. Même ceux qui n'aiment pas le président Talon reconnaissent qu'il y a une évolution. Vous avez fait le sondage, comment vous savez Mais ça? oui. Sur la scène internationale, les gens en parlent largement. Et en interne également. Ceux qui ne l'aiment pas disent, oh là là, il fait du bon boulot. À l'étranger, le nom Bénin donne plus de fierté aujourd'hui. Et moi, je le vis car je voyage régulièrement. Le social est de mise également. Les populations ne le sentent pas de la même manière parce que, contrairement au passé, tout est planifié et méthodiquement exécuté. Examinez le projet H, par exemple, et vous comprendrez. On y compte les microcrédits à l'AFIA, l'assurance santé pour tous, la prise en charge des personnes âgées, etc. Même dans le programme d'action du gouvernement de 2021-2026, beaucoup d'actions sociales sont prévues. Le rehaussement social est là. La cherté de la vie est jugulée progressivement. Il faut être patient pour tenir le bon bout. Oui, mais vous entendez les pleurs, oui ou non, Madame Prudencio? Exactement, j'entends les pleurs. Ça n'est pas une personne, mais c'est la patience qui est importante à ce niveau. La patience jusqu'à quand? C'est cela le vrai problème. Mais le PAG2 est déjà là. Le PAG2 a été publié, présenté au public. La sensibilisation est en cours. Le rehaussement social qui est dans le PAG2 fera en sorte que tous les Béninois, de 2021 à 2026, tous les Béninois seront à l'aise. Mais le PAG, ce n'est qu'un programme. C'est un programme. Ce n'est qu'un programme. Ça ne suffit pas pour donner à manger à celles qui n'ont pas à manger aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que actuellement, il y a beaucoup de coups de fil, beaucoup de messages. Les gens veulent juste peut-être 2000 francs pour régler les problèmes quotidiens. À ces gens-là, on ne va pas opposer le PAG, Madame Claudine Prudencio. Vous savez, avant l'avènement du régime de la rupture plutôt, il y avait la corruption à outrance. Il y avait la corruption à outrance et la corruption n'a pas cessé. L'argent circulait à volo. Et donc maintenant, ça ne circule plus. L'argent circulait à volo. Et aujourd'hui, on a constaté que le président Talon a bouché certains trous. Par exemple, moi j'ai toujours été aux élections dans la 6e circonscription électorale. Vous voyez tout ce qui se passe dans la 6e circonscription électorale, les problèmes de Manio et autres. Voilà. À l'Assemblée, moi j'ai toujours dit aux gens qu'il faut qu'ils se contentent tout simplement de ce qui leur revient. De ne pas toucher à la chose publique, de ne pas empocher ce qui est pour l'État. Vous voyez, moi par exemple, vous n'entendrez pas mon nom
dans tout ça, dans tout ce qui se passe là. Non, pas pour le moment, on ne sait jamais. Non, non, vous n'entendrez même jamais, pas. parce que souvent aussi, ce n'est pas forcément que les gens sont impliqués dans quelque chose, Madame Prudencio. Vous savez comment, politiquement, ça se passe? Pas du tout. Les problèmes d'Omanio, etc., c'est des problèmes que les gens pouvaient épargner. On peut gérer sans toucher, quand même sans empocher les ressources publiques. Ça peut se faire, ça. Moi, j'ai été ministre, mais je n'ai pas empoché quoi que ce soit du tout. J'ai été députée dans une circonscription où je pouvais demander à la mairie de me donner quelques parcelles, mais ça n'a jamais été mon souci. Jamais de la vie. Parce je me suis toujours dit, l'éducation que j'ai reçue de mes parents m'exige quand même de rester loin de tout ça. Parce qu'on est tous de passage. On est tous de passage. On ne dort que dans une seule chambre. Donc, il faut que les gens se ravivent un peu. Il faut qu'ils respectent la chose publique. C'est important de le faire. Mais est-ce que la corruption a pour autant reculé? Parce que chaque jour, nous entendons encore et encore de scandales. Chaque jour, nous entendons les gens aller massivement en prison. Aujourd'hui, la population carcérale est énorme. C'est la preuve que ça n'a pas cessé pour autant. Les vols, les détournements, la corruption. Ce que je sais depuis l'installation de la criette quand même, les gens ont peur aujourd'hui. Et avec le courage du président Talon, ils ont peur de toucher à la chose publique. Même quand quelqu'un urine quelque part, les étudiants, les passants disent « Talon Djaoui, Talon Djaoui ». Mais c'est quelque chose. Il faut avoir ce courage-là que je loue vraiment pour le président Patrice Talon, parce qu'il manquait ce courage au Bénin. Oui, mais les questions de liberté, Madame la Présidente de l'Institut national de la femme, aujourd'hui, pour peu qu'on dise quelque chose ou pour peu qu'on soit contre le régime actuel, on va en prison. Il y a plein de prisonniers d'opinion dans le Bénin. Est-ce que vous le savez? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Non, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Le problème, c'est que il faut respecter quand même l'institution qui est président de la République. C'est une institution. Il faut respecter. On ne peut pas commencer par insulter un président comme ça. C'est pas nouveau. Non, c'est pas normal. On a des chefs d'État qui ont été insultés, mais qui n'ont pas tenu rigueur aux uns et aux autres pour ça. Non, tout ça réside quand même dans l'éducation qu'on a reçue. Parce que le président, il n'est pas ton copain. Il n'est plus ton copain. Même s'il était ton copain, il incarne aujourd'hui une institution. C'est cette institution qu'il faut respecter. Et insulter un chef d'État comme ça, ce n'est pas une bonne chose. Si je suis à la place des juridictions compétentes qui jugent ces genres de choses, je mettrai pas mal de gens en prison parce qu'avec ce que je vois sur les réseaux sociaux, là, les insultes et autres ne sont pas normales. Alors, donc, quand vous écoute, on fait le point rapidement, quand vous écoute sur le plan de la gouvernance du président, alors rien à reprocher, c'est 20 sur 20, c'est ça? Tout n'est pas encore parfait. D'accord. Il est en train. Il a fait son premier mandat. Vous avez vu tout ce qu'il a réalisé dans le pays. Il a amorcé le second mandat. On voit encore ce qu'il fait. Le Bénin Marina Hotel, par exemple, qui a été rasé récemment. Vous avez vu que la reconstruction est déjà presque à la fin. Mais avant, on ne voyait pas ça dans notre pays. Et on constate aujourd'hui qu'il y a du beau. Et la vision est bonne. Le président a été élu pour faire ça. Il a été élu pour faire ça, mais il le fait bien. Il pouvait ne pas le faire et empocher les sous, mais ça ne se fait pas comme ça. La réalisation est là et c'est visible, on le voit. D'accord. Nous allons mettre un terme à cet entretien. Madame Claudine Afiabi Prudencio, vous êtes présidente de l'Institut national de la femme, vous êtes active sur le terrain. Quand on vous écoute, c'est le sentiment qu'on a. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez
à dire à tous nos téléspectateurs et à tous nos auditeurs qui vous suivent en ce moment? Je tiens, avant de sortir de cet entretien, à rappeler à l'attention de nos compatriotes que l'Institut national de la femme a pour mission première d'assurer la promotion de la femme dans tous les domaines politiques, économiques, social, juridique et culturel. Il a également pour mission d'organiser et de conduire le dispositif de protection de la femme et de la fille contre toutes les formes de violence et de discrimination basées sur le genre. Cette mission, l'INF est appelée à l'accomplir dans une démarche participative qui implique les organisations de la société civile officiant déjà dans le domaine, les pouvoirs publics, les partenaires techniques et financiers. Parlant des violences basées sur le genre, je voudrais profiter de votre micro pour lancer, une fois encore, un vibrant appel à la prise de conscience de chacun et de tous, surtout les hommes. L'Institut national de la femme n'est aucunement dressé contre les hommes. Nous voulons simplement que les hommes violents changent de comportement et c'est possible. Madame Claudine Afiavi-Prudencio, merci d'avoir rendu possible cet entretien avec vous. Nous avons justement voulu partager vos premières expériences à la tête de l'Institut, voir un peu quels sont les problèmes de fonctionnement que vous avez et en même temps vous poser quelques questions au nom de nos téléspectateurs, auditeurs sur la gouvernance du président Patrice Talon. Vous avez répondu à nos questions. Encore une fois, merci beaucoup. J'espère que vos portes seront toujours ouvertes à Eden Télévision et Diaspora FM chaque fois que nous aurons besoin de vous poser quelques questions. Absolument, monsieur le journaliste. Chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, merci pour votre aimable attention. C'était le premier numéro de votre émission L'Entretien du dimanche. Je rappelle que l'Entretien du dimanche nous permet de recevoir chaque dimanche à partir de 10h une tête d'affiche, qu'elle soit politique, économique, sociale, culturelle ou autre. Nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé toutes les questions, mais nous espérons qu'à partir de cet entretien, vous avez pu avoir quelques réponses à vos questions personnelles. Merci pour votre aimable attention. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de l'Entretien du dimanche.